Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour ce nouvel épisode. C'est un peu compliqué la technique ce soir, on vous cache rien. On a tenté beaucoup de choses. On a finalement peut-être réussi à monter cet épisode et à mener à bien cet épisode. Ça n'est pas sûr encore, hein. Nous en sommes qu'au début, mais en tout cas c'est mieux parti que depuis les 10 dernières minutes. Nous sommes aujourd'hui réunis, mes chers amis, non pas pour la messe dominicale, mais pour parler des Steelers et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, deux équipes qui, dans l'AFC, sont en tête de leur division respective, l'AFC Est pour les Patriots et l'AFC Nord pour les Steelers de Pittsburgh, deux équipes qui surprennent quelque peu en ce début de saison, quoique, hein, quand on voit que les Colts sont en tête de l'AFC, plus grand-chose ne nous surprend. En tout cas, on va parler qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans ces équipes. Est-ce que elles sont capables d'aller jusqu'au bout, d'aller loin dans cette saison, ou est-ce que finalement elles vont retomber dans le rang et même pas se qualifier en play-off? Nous allons parler de tout ça pendant l'heure qui vient avec mon Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Après ce podcast particulièrement déprimant de mardi, aujourd'hui on parle de deux équipes qui gagnent. Et alors tu vois, tu parlais de la technique, c'est vrai qu'il nous trahit depuis ce soir. La vie est quand même mal faite parce qu'on parle d'équipes qui gagnent, rien ne fonctionne. On parle des Browns et des Jets. Tout va bien. Décidément, c'est à n'y rien comprendre cette année en NFL. Non, rappelle-toi, on a dû migrer aussi lundi soir parce que AWS était down. On a migré, mais ça marchait. C'est vrai. Hein, là, ce soir, il n'y a rien qui marche. Alors, on remercie les équipes de StreamYard qui nous permettent d'enregistrer malgré les difficultés habituelles de notre plateforme habituelle. Mon cher Yaya est là aussi. Salut mon Yaya, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien et profite bien de cette semaine. Voilà. Notre fan des Patriots que vous connaissez puisqu'il est avec moi dans les podcasts LF et puis vous le connaissez sur les réseaux sociaux. C'est le beau gosse antillais de la NFL, de l'ELF, de l'AD1, bref. Enfin non, parce qu'en D1 ils sont plusieurs beaux gosses antillais, mais bon bref, peu importe. C'est mon Wake, salut Wake, comment ça va? Salut, je suis bien content qu'on m'appelle pas Yaya vu mon prénom. Oui, c'est bien. Mais attends, Wake qui est antillais? Ah bon? Je savais pas. Et il n'est pas à moitié. Et nous allons peut-être recevoir un fan des Steelers aussi tout à l'heure qui devrait venir dans la suite de l'émission. J'ai perdu mon Yaya sur la première blague de la soirée. Ça va être du coup très très long, mais c'est comme ça. Alors, on va commencer à parler des Patriots dans cette première partie de l'émission parce que notre Wake n'est pas venu pour enfiler des perles. Il n'est pas venu pour nous parler chasse aux coqs sauvages. Il est venu pour nous parler des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, ça se passe comment ce début de saison des Patriots, mon Wake? Eh ben, je dirais comme prévu. Voilà, on est en tête de division. Sans accroc. Ça se passe sans accroc. Non, mis à part la défaite inaugurale face aux Raiders, qui est surprenante vu la saison des Raiders après. Ouais, non, en fait, on est très content en tant que fan des Patriots. On est bien positionné pour aller en playoff. Le calendrier est très favorable, donc on est sur la bonne voie. Fais-nous un petit topo, mon Seb. Je sais que tu as toutes tes petites statistiques comme d'habitude. Ces Patriots, où est-ce qu'ils sont finalement si forts que ça? Alors, pour commencer, en défense, une grosse défense contre la course, 4e de la ligue. Pas un seul running back n'a franchi la barre des 50 yards face à eux cette saison. Et les artisans notamment de cette défense contre la course, il y a defensive tackle Milton Williams qui en est la pierre angulaire, 20 plaquages, 3 sacs et demi cette saison, et ce n'est pas très étonnant parce que Mike Vrabel en fait lui fait tenir un rôle similaire à celui qu'il faisait tenir à Jeffrey Simmons à Tennessee. À ses côtés, il y a quelqu'un qui est en train de se révéler, c'est l'autre tackle Keris Tonga, 12 plaquages dont un pour perte, très très bon pour stuffer les courses. D'ailleurs, il a été nommé capitaine dimanche dernier lors de la victoire contre Tennessee, et Vrabel a dit que c'était lui qui dans la ligne faisait le sale boulot. On va également parler tout de même de l'attaque et en particulier bien sûr de Drake May, le quarterback qui affiche des statistiques absolument stratosphériques, 75,2% de passes complétées, 1744 yards,
12 touchdowns, 2 interceptions. Après 6 matchs, il est le 4e quarterback de ces 10 dernières années avec 1500 yards lancés, 10 touchdowns lancés et à être leader de son club en first down gagné au sol. 200 yards en 44 courses et il est plutôt en bonne compagnie parce que les 3 autres, c'est Mahomes, Josh Allen et Kirk Cousins. Du côté de la il est réception, gentil, Kirko. voilà, Kirk Cousins qui est gentil. C'est bien connu, c'est sa principale qualité. Il est très bien entouré par Stephen Diggs, 39 réceptions, 456 yards. Pas de touchdown pour lui jusque-là, mais il y a toujours pas mal de questions semaine après semaine autour de son état de santé et de blessures plus ou moins importantes qui peuvent traîner. Il est heureusement fort bien complété par Keishon Boutte, 20 réceptions, 356 yards, 4 touchdowns. Le bien nommé. Le tight end, Hunter Henry. Bully est très bien nommé. Et le tight end, Hunter Henry, 24 réceptions, 310 yards, 4 touchdowns. C'est la saison de la chasse pour Hunter. Oh, joli. C'est joli, pas moi. Ouais, c'est pas toi, mais je sais que tu auras apprécié. Et après, c'est le premier à dire ouais, il y a des bêtes pourries. Et, c'est vrai que celles de Wake sont drôles, mais vas-y, mon sel. Et New England est vraiment en train, à mon sens, de s'installer comme une menace pérenne dans cette division. Alors, il y a plein de choses que Seb a dit sur lesquelles je veux que tu réagisses, mon Wake. Déjà, la première, et je sais que là où Yaya, il va sortir les armes, il va rigoler, il va tout ça. Pour toi, aujourd'hui, Drake May, il fait partie du top combien quarterback? Top 3, top 5, top 10, top 20? Alors, on va être très clair. Mon Yaya, mon Seb, mon Flav. Aujourd'hui, actuellement, vu les performances de cette saison, parce qu'il faut quand même mettre les choses dans leur contexte, vu les performances actuelles de cette saison, Drake May est dans le top 3 des quarterbacks cette saison. Il y a Baker Mayfield, numéro 1. Il y a Dak Prescott, numéro 2. Ou numéro 1, on peut intervertir les deux, parce que Dak Prescott est stratosphérique cette saison. Et, bien évidemment, on a mon petit Drake May, qui est le quarterback le plus précis cette saison. Tu mets pas Daniel Jones? Ah, c'est vrai que Daniel Jones est pas loin aussi. On n'est pas loin de la vérité pour Daniel Jones. C'est vrai. Il doit aller. On peut mettre top 4. Allez, 4. Dans le top 4, mais peut-être qu'il n'est pas 4e dans le top 4. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que Daniel Jones, il peut être à la fois MVP et Comeback Player of the Year, sur un malentendu de faute et moi. Oui. C'est tout... Et peut-être même ancien Giants Player of the Year. On devrait faire ça, une catégorie. Dès que tu quittes cette franchise maudite, j'allais dire un autre mot qui commence par M, mais bon, il y a des enfants qui nous écoutent. Tu finis All Pro comme Xavier McKinney, tu finis Offensive Player of the Year comme Saquon Barkley, et là, pour l'instant, tu risques de finir comme Back Player of the Year ou sur un malentendu MVP. Tu vois, donc, ouais, non, c'est pour ça que Malik Neighbors, il doit partir. À mon avis, pour son bien, il part la saison prochaine et il devient MVP de la Ligue. Bon, Yaya, trêve de Giants 3, j'ai envie de dire. Oui, non, mais Drake May, tu le mets où, toi? Ouais, top 5. Dans le top 5, il n'est pas forcément 5e. Donc, oui, non, mais je suis d'accord. Il fait un très bon début de saison. Et, il n'est pas pour rien dans le bon début de saison de cette franchise. La défense est correcte, le met sur une bonne position toujours pour commencer. On lui a donné des armes. Il a un running back qui, la personne de Stevenson, qui fait le taf, donc qui lui libère un peu d'espace. Stephen Diggs a fait son revenge game. Voilà, c'est très très bien. Après, ce qu'il va falloir, c'est toujours la même chose, c'est être là quand ça compte. Donc, et les Patriots, ça fait quelques saisons qui sont pas en playoff, donc là cette année, ça va être une très belle progression. On avait dit qu'ils avaient fait une très belle intersaison, ils confirment. Bah, écoute, à voir maintenant en playoff ce que ça va donner. Après, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au titre de division? C'est bien trop tôt pour le dire. En plus, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est un peu leur chat noir, qui les a prévus
pour gagner la division. Donc, il y a peu de chances pour qu'il ait, mais on se demande bien qui c'est. Mais c'est tout. Non, c'est une équipe c'est agréable à voir. Donc, oui, tu voulais dire. Je crois que c'est le même qui les avait prédits comme champion de division la saison dernière déjà, mais moi je veux pas balancer non plus. Hein. C'est ça, Yaya, c'est voilà. Oui, c'est lui-même. C'est lui-même. Celui qui fait des vidéos. Enfin, bon, c'est pas la même personne qui avait aussi dit en ELF que c'était Cologne qui était bien armé pour être champion. Et donc, je sais pas qui c'est, mais il cumule, hein. La vache. Hambourg peut-être, mais pas Cologne. C'était Hambourg, oui, qui a pas été en play-off non plus. Et du coup, il n'était pas Hambourg. Voilà. Après, à sa décharge, je pense qu'il est beaucoup plus proche. Il est beaucoup plus proche de la vérité au sujet des Patriots cette saison que la saison dernière. C'est vrai. À ton avis, Bon, on avait fini là Non, justement, j'allais te redonner la parole, mon À ton avis, l'arrivée de Mike Vrabel, ça joue quel rôle dans cet excellent début de saison? Bah, forcément, c'est un coach. Bah, déjà, moi, je comprends pas qu'il ait été viré de Tennessee. Ça, j'ai jamais vraiment compris. Après, il y avait des tensions avec le general manager à l'époque. Mais Mike Vrabel, et puis bon, il a été viré de Tennessee et on lui a pas proposé de boulot l'an dernier. Donc ça aussi, c'est vraiment pour moi, c'est inimaginable, incompréhensible. Mais tant mieux pour nous, hein, puisqu'on récupère cette saison après une saison catastrophique l'an dernier. Alors, est-ce que c'est tout de la faute de Mayo l'an dernier? Je ne sais pas. On avait un calendrier dantesque. Donc, est-ce qu'avec un calendrier dantesque, mon cher ami. Si avec le même calendrier, si Vrabel avait le calendrier de l'an dernier, je suis pas sûr qu'on soit à 4 victoires et 2 défaites. Mais 5 victoires et 2 défaites. Mais bon, on prend. Vrabel, c'est un gagnant. C'est un mec qui a gagné à Tennessee, qui a fait finale de conférence. C'est un mec qui coache bien. Ce sont des équipes disciplinées et on le voit encore cette saison. Des équipes de Mike Vrabel défendent bien. Ben, on le voit cette saison. Donc non, il a sa part de responsabilité, surtout qu'il a su s'entourer. Il a monté un bon coaching staff avec notamment Josh McDaniels, Terrence Williams. Alors il est malade en ce moment, c'est Zach Kerr qui décolle en défense, mais voilà, il a su s'entourer de personnes compétentes et ça se voit sur le terrain. On a une équipe qui est disciplinée par rapport à l'an dernier. Voilà, on ne perd pas les matchs nous-mêmes. Si on doit les perdre, c'est les équipes adverses qui vont les gagner, en fait, si tu veux. Alors, je vais poser la question à mon Wake, mais Seb et Yaya, vous aurez bien sûr le droit de rebondir sur ce que va dire Wake. Est-ce que pour toi, la division AFC Est, aujourd'hui, est une aubaine pour les Patriots? Est-ce que le fait que les Dolphins soient à la ramasse, le fait que les Jets soient à la ramasse, alors je parle pas des Bills, même si vous les avez battus aussi depuis le début de la saison, est-ce que justement cette division qui est nettement moins ouverte que ce qu'on croyait, parce que certains, alors je sais pas toi mon Wake, mais certains disaient que les Dolphins pouvaient faire quelque chose, pourquoi pas les Jets avec Aaron Glenn et Justin Fields. Bon, c'est visiblement pas le cas, sans vouloir spoiler tous nos fans des Jets et les enterrer encore plus, mais visiblement c'est pas le cas. Est-ce que quand t'es fan des Jets, tu t'enterres tout seul, absolument. Est-ce que cette division relativement faible finalement sert les Patriots? Oui, aussi. Les divisions faibles plus calendrier favorable. En plus, forcément, quand tu as une division faible, ton calendrier est plus ou moins favorable, forcément. Parce que tu joues 6 matchs de division dans une saison, donc déjà, c'est plutôt pas mal. Mais oui, concrètement. Et puis le but, c'est d'être champion de division. Le but dans numéro un 1 premier étant temps. d'être champion de division. C'est ça. Donc, quand tu sais que tu joues les Jets et les Dolphins, donc là, tu as déjà 4 victoires d'office sur ton bilan. Des équipes qu'on n'a pas encore rencontrées cette saison, on est déjà à 5 victoires, donc avec ces 4 victoires, ça fait 9. Tu peux même te permettre de laisser un match face aux Bills. Donc oui, cette division qui est faible, hein, il faut le dire, elle est faible parce que les Jets sont nuls et les Dolphins aussi. Et les Bills sont moins bons que les années précédentes. Ouais, forcément, ça ouvre un boulevard à mes Patriots qui, eux, sont en progression par rapport aux années précédentes. Mon Seb, même question sur sa faiblesse de cette division. Est-ce que c'est un avantage pour les Pats? C'est forcément un avantage, même si à mon avis, dans leur cas, ça l'est moins que pour d'autres clubs, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. On en parlera d'un autre plus tard. Voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ce podcast. Effectivement, alors Miami, à titre personnel, je les voyais assez bas, mais je dois dire pas aussi bas
que ce qu'ils nous proposent cette saison. Les Jets, bien sûr, c'est absolument affreux et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Les supporters des Jets en premier. On salue Musashi dans le Discord notamment. Voilà, on pense à toi, vieux. Moi, je le salue pas, moi. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire que oui, forcément, ça ouvre des espaces. Il y a encore Buffalo qui prend de la place, même si New England a déjà pris une victoire face à eux. Après, ça veut dire que tout de même, à mon avis, ça va rester compétitif entre New England et les Bills. Le match retour va être musclé et pourrait même servir de juge de paix quand à la fin de la saison, ou quand on arrivera dans les 3-4 dernières journées, on comptera les victoires et les défaites qui peuvent séparer un contender au playoff de quelqu'un qui va rester à la maison. Et il faut pas oublier, si on prend un point de recul et que l'on regarde l'intégralité de l'AFC, là, pour le moment, si on fait la course au playoff, il y a l'AFC West qui prend pas mal de place dans cette histoire, parce qu'il y a une équipe à 5-2 et 2 équipes à 4-3. Donc, et la Sud il aussi. est possible. Pardon ? La Sud aussi. Sud, t'as une équipe à 4-3. Oui, mais t'en as une qui sera forcément qualifiée. T'en as une qui sera forcément qualifiée, et t'en as peut-être une deuxième qui peut sortir. Là, avec Jacksonville à 4-3. À l'ouest, tu as 3 équipes sur 4 là, qui ont un excellent bilan. Donc c'est une division qui va peut-être prendre de la place quand va arriver la période des playoffs. Et là, du coup, l'AFC Est, il y aura peut-être qu'une place à prendre et elle sera pour le champion. Donc c'est là que effectivement le jugement final se fera. Et c'est là que la défaite de Buffalo contre New England peut leur coûter cher aussi. Alors, j'ai l'impression que Wake voulait dire quelque chose. Ouais, après, je pense que les équipes d'AFCS vont se manger entre elles aussi. Hein, donc, c'est rare d'avoir 3 équipes de la même division. C'est rare. Ça arrive, mais c'est très rare qualifié en playoff. Donc, je pense que les équipes d'AFCS, notamment les Chargers, AFC West plutôt, les Chargers et rappelez-moi, les Broncos vont se manger entre eux. Ouais. Mon Yaya, même alors toi tu vas me parler de je sais, les Bills qui ont perdu leur fenêtre de tir, etc. Mais t'es surpris du niveau de la FC Est ? Non, pas plus que ça. On savait que les Jets ça allait être compliqué, reconstruction permanente depuis 2010. 1970, j'ai envie de dire. Depuis le départ de Joe Damas, il n'y a plus rien qui fonctionne là-bas. Si, ils ont quand même eu Boomer et Esiason, le joueur préféré de Barney Stinson. Mais voilà, les Dolphins, rien ne va, et pourtant rien ne change. Donc c'est plutôt une aubaine. Donc voilà. Ils attendent une tornade pour faire des changements. Voilà, New England, de leur côté, ils profitent à fond du calendrier. Ils ont joué les Raiders. Bon, certes, justement, on allait y venir au calendrier. Voilà, ils ont battu les Dolphins, ils ont perdu contre les Steelers, mais derrière, ils ont gagné les Panthers, les Bills, qui sont des rivaux de division, les Saints et les Titans. On va pas dire que les Saints et les Titans jouent dans la même cour. Donc, les Dolphins, League, déjà, c'est bien. Ouais, c'est déjà ça. Donc, ils profitent à plein. C'est des matchs que l'an passé, ils ne gagnaient pas. Et voilà. Donc, oui, ils vont avoir un bon bilan. Et effectivement, ils vont peut-être avoir un strapontin en play-off. Je leur souhaite, parce que notre ami ici présent a entamé je sais pas combien de boîtes de Prozac depuis des années. Donc du coup non mais j'aime bien parce que Yaya il nous parle des Patriots comme s'il y avait une dizaine de 25 ans quoi. S'ils avaient traversé attends. Ça fait 3 attendez, ça fait 3 ans. Ils ont eu un run de 20 ans, mais sinon c'était une équipe de lose. Avant, ça a toujours été l'équipe de lose. Ils ont eu 20 ans avec Tom Brady, 20 ans de Bill Belichick qu'on vous a donné, qui a gagné des titres avec les Giants et qui après a exporté en trichant d'après Bertrand. Voilà. Et voilà. Mais c'est juste avant que... C'est bon, on a assez entendu tes bêtises, mais du coup avant non mais c'est vrai, faut au bout d'un moment avant Bill Belichick, je te rappelle qu'on est quand même allé au Super Bowl. Hein. Oui, et avec que des défaites.
Ouais, mais on y est quand même allé. Oui, Que, oui, on est allé 2 fois au Super Bowl. Eh ben, écoute, tu sais quoi Alors, tiens, question, t'es Giants sont allés au Super Bowl combien de fois dans les années 90? Dans les années 90, une fois. Mes Patriots. Un titre. Les Patriots, une fois. Et tes Giants ont gagné combien de matchs de playoff en 13 ans? Mais on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est gagner le Super Bowl. Mais putain, mais tu sais quoi? Je vais juste te dire. Bon, bah voilà. Allez, nous on y va. Bref, allez, bonne soirée. Salut, on va les laisser. Coubertin, C'est la suite du podcast. si t'as l'esprit de Coubertin, tu veux participer, mais vas-y, mais participe. Mais voilà. Et t'imagines, les fans des Giants sont là, ils s'extasient devant une équipe qui a 5 défaites et 2 victoires, juste parce qu'il y a un quarterback qui perd les matchs. Mais comme il lance 300 yards mais qui perd les matchs, ils sont contents en fait. Et un running back qui fonce tout droit. On parle des Et un Giants. running back qui a une expérience de vie en Pourquoi NFL, qui a une expérience de vie en NFL de 4 ans. Alors, attends, moi je vais te poser une question. Tu as besoin des Giants pour te rassurer ou quoi? Tu as un problème d'estime juste comme ça, je veux juste savoir pourquoi tu parles des Giants. On n'a jamais parlé des Giants. Et Oui, toi, c'est vrai tu que viens tu n'as pas des du tout Giants. parlé. C'est vrai que tu n'as pas du tout Mais dénigré non, ma mais franchise, donc moi je dénigre la tienne, c'est tout. Voilà. Mais voilà. Ah bah oui, mais excuse-moi, mais la seule équipe qui a été battue au Super Bowl par Chicago, les Bears. Non mais sérieux. Non, attends, alors un petit peu de respect. On parle des Bears de Walter Payton et de Mike Ouais, Ditka. et de Michael Singletary aussi. Bon, Voilà. Oui. c'est ça. On va se Non, calmer. On va se calmer. Voilà. Non, mais tranquille. Oui, mais Ouais, ils ont gagné Et qu'un de seul Jim Super McMahon Bowl. aussi. Ils ont gagné qu'un seul Super Bowl. C'est contre qui? Les Patriots. Oui, voilà. Et même bon, Brett je crois Favre, le Attends, seul il a Super pas Bowl. fini. Brett Le Favre, seul maintenant. Super Bowl. C'est Brett Favre. Et même les Eagles ont gagné leur premier titre avec leur finish special. Voilà, enfin bon, bref. Et vous vous rappelez de Lambeau? Vous vous rappelez de Curly Lambeau? Alors, par contre, je pense qu'il faut tout de suite que je dissipe un malentendu, parce que je pense que nos auditrices et auditeurs se posent une question. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand il part dans ce type de diatribe, Yaya est sobre. Voilà. Je pense qu'il fallait le préciser parce que je sais qu'on se pose des questions. Il est sobre, mais il est très agité à l'écran. Et on vous le promet, dans très peu de temps, on va refaire un live en fait pour que vous voyez comment ça se passe. Tailgate, on fera ça sans doute pendant un débriefing le lundi. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'on doit subir nous avec Yaya qui gesticule dans tous les sens pendant le podcast. Vous allez voir, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Ça va changer du podcast LF, mon Wake, où tout le monde était calme et tout, posé. Tu vois, il n'y a pas d'éléments perturbateurs, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Tiens, on salue Steph, Cubi- on salue Jus, on salue tout le monde. QB Power, c'est de la merde. Oui, mais bon, ça c'est un autre débat. On parlait du calendrier rapidement des Patriots, parce qu'il y a eu une petite musique qui s'est diffusée au sein de la NFL. C'est que finalement, les Bills de Buffalo, on reparle un petit peu des Bills, qui sont à 4 victoires et 2 défaites. Bon, bah, ils ont battu les Ravens qui sont à 1-5, les Jets qui sont à 0-7, les Dolphins qui sont à 1-6, les Saints qui sont à 1-6. Bon, ça c'est pour les Bills. Les Patriots, eux, ont battu les Dolphins qui sont donc à 1-6, les Panthers qui sont à 4-3, les Bills qui sont à 4-2, les Saints à 1-6 et les Titans à 1-6. Est-ce que finalement, mon Waik, est-ce que tes Patriots, c'est pas une potentielle fraude aussi? Je dirais que non, bien évidemment. Mais il faut, encore une fois... On ne serait pas douté. C'est la faute de la pression atmosphérique. Non, mais Yaya, c'est la seule andouille ici qui serait capable de dire que les Giants sont une fraude ou pas? Ah mais non, on n'est pas une fraude, on est nul. C'est vrai. C'est vrai. Et ça fait 13 ans que ça dure. Mais après, moi, tu vois, je suis lucide. Ouais, c'est bien. Ouais, ben reste lucide dans ta nullité, s'il te plaît. Donc, du coup... Archelor. Non, alors, il faut quand même, oui, remettre le bilan des Patriots en perspective, parce que, comme l'a dit Flav, on a rencontré des équipes plutôt moyennes, même si on a quand même battu une équipe des Panthers qui peut être enquiquinante et une équipe des Bills qui a un bon record pour l'instant. Donc, oui, on a battu les équipes qu'on devait battre, et on les a battues largement. Voilà, on n'a pas laissé place au doute dans ces matchs-là, on les a battus largement. Et même, il y a un argument pour dire que
on aurait dû être encore invaincu aujourd'hui. Parce que perdre contre les Raiders, on a vu que c'était un accident, ça ne peut être qu'un accident. Parce que pour perdre contre les Raiders, c'est compliqué. Ensuite, on voit que ensuite, on perd contre les Steelers. Ah ben tiens, il y a Romain qui est là. On perd contre les Steelers, un match. Non, on va l'introduire, si j'ose dire, plus Non, galamment. Avec Wake, Laisse parler des victoires des Steelers, vas-y. Laisse parler des victoires des Steelers. On en parle après. Alors, tu vas voir, Wake, il va parler du bien de ta franchise, tu vas voir. Oui, bah justement, j'écoute. Allez, regarde. Donc, on perd ce match contre les Steelers. On perd de quoi? On perd de 2 TD, je crois. Je n'ai plus exactement le score. Avec 5 turnovers dans le match. Il y a une position, 21-14 pour les Steelers. On perd de 7 points alors qu'on a perdu 5 fois le ballon dans le match. Donc c'est un match qu'on doit gagner tous les jours en fait. On le rejoue 10 fois, on le gagne 9 fois. Donc concrètement, on a un argument. On aurait pu être invaincu encore aujourd'hui. Après, oui, le calendrier est simple, mais l'équipe elle est en progression et elle gagne les matchs qu'elle doit gagner. Très bien. Alors, je salue du coup Romain qui nous rejoint, notre fan des Steelers, Steelers France, qui sera avec nous notamment pour parler des Steelers dans la suite du podcast, puisqu'on a reçu un fan des Pats. On va faire égalité entre Pats et Steelers, il n'y a pas de raison. Il n'y aura pas de jaloux. On a un fan des Giants, mais ça, mon Romain, t'es habitué, on est obligé. Yaya, on est obligé, c'est le quota. C'est le quota légal, bien sûr, ouais. C'est le quota, voilà. C'est comme ça. Pour faire baisser le niveau, quoi. Ouais, ça peut pas être un podcast de haut niveau, il faut que ça soit un podcast moyen avec des mecs des Giants. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. La suite du calendrier des Pats, c'est quoi, mon Seb? C'est assez facile, non? Mais écoute, c'est assez friendly. Hein. Ils reçoivent Cleveland la semaine prochaine, puis ils reçoivent Atlanta. Oui. Ils vont à Tampa Bay. Ça, c'est toujours un petit peu périeux. Ils reçoivent les Jets. Pardon. Ils vont à Cincinnati. Oui. Alors là, pareil, je sais pas ce qu'on a, parce que Cincinnati, tout le monde s'emballe un peu, même si je pense que tout le monde va redescendre très vite. Alors, mesdames, messieurs, soyez devant vos téléviseurs le 1er décembre, puisqu'ils reçoivent les Giants de New York. Je prévois un grand moment. Est-ce qu'on se ferait pas un live entre Wake et Yaya pendant... On appelle Bertrand. Ah oui, mais bien sûr, on appelle Bertrand. Puis ce sera leur bye week. Ensuite, ils vont recevoir Buffalo. Attention, ils vont aller à Baltimore. Est-ce que les Ravens ont redressé la barre d'ici là? Point d'interrogation. Ils vont aux New York Jets. Même observation que tout à l'heure. Ils reçoivent les Dolphins. Il y a quand même un certain nombre de matchs là-dedans qui sont plus que prenables et qui devraient permettre de finir avec une fiche confortable. Sauf que blague à part, on risque d'avoir 2 défaites de plus dans cette saison, je pense. Tu vois lesquels, Wake? On risque de perdre contre les je sais Bucks, pas, ouais. Bucks. On risque de perdre. Alors les Bucks, je sais pas parce que l'infirmerie est pleine là-bas. Donc je pense qu'il y a des tornades ou pas, mais non. Non, le match d'Atlanta me fait peur en vrai. Le match de Baltimore, parce que Baltimore ils seront en pleine course pour les playoffs. Donc c'est ces 2 matchs-là. Après, je vais te dire ça, j'ai oublié, mais j'ai le calendrier sous les yeux. Un bémol sur Buffalo. Non, allez, au pire des cas, les Bills, mais j'y crois pas. D'accord. À domicile, on perd pas contre les Bills. Donc au final, sur notre question du podcast qui est Patriots, il y a Steelers aussi après, mais Patriots pour l'instant, feu de paille ou vrai contender, du coup, les Pats, ça devient un vrai contender, non? Évidemment, mais tu crois. Attends. Et c'est ça leur problème, c'est que notre ami, il est. Non, mais ça dépend contender. Pourquoi? Contender par la division, clairement, on est en tête de la division. Ah non, contender pour aller chercher carrément la finale de conf, l'AFC et compagnie. Alors, ça, là, il faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Tu vois, on est une équipe jeune avec un quarterback jeune. Je dis pas, déjà, si on gagne un match de playoff, je te jure que toute la Pats Nation sera ravie. Hein, puisqu'on sait que gagner un match de playoff pour certaines franchises c'est compliqué. Hein. Voilà, c'est de quoi je parle. On a gagné avec Daniel Jones, tu sais, donc. Et Romain, malheureusement, il sait aussi de quoi je parle, malheureusement pour lui, Romain, mais.
Ça déconnecte. Playoff, mais je sais gagne- pas. Romain, il est arrivé, il a rien dit, il se fait allumer, tout va bien, quoi. Non, mais t'inquiète pas, Ils m'ont Romain. mis en confiance dès le départ en disant défaite contre les Steelers, machin. Et, depuis, Voilà, je et me derrière, fais allumer. paf Non, mais tu sais, tu lui parles juste de ballon dégonflé, qu'on attend sa vidéo. Voilà, de toute façon, il y a juste ça à lui dire. Voilà, parce que tu vois, c'est comme le cahier de jeu offensif de Vitz. C'est l'Arlésienne. Voilà. Non, mais gagner un match de playoff, finale de conf, ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Mais gagner un match de playoff, ouais. Ah, t'imagines, on va avoir une finale de conf Steelers-Patriots et on va pouvoir faire un numéro 2 de ce podcast. Je n'y crois pas une En quelle seule année seconde. En quelle année? Ouais, ça- Bah, 2039-2040, je suis dispo si vous voulez, mais pas avant. Ce sera compliqué. Avant, ce serait compliqué. Même question, Seb et Yaya, avant qu'on passe aux Steelers. Les Patriots, vrai contender ou simple feu de paille? Bon, Yaya. Contender, compte tenu du calendrier, ils peuvent aller, ils vont jouer la division jusqu'au bout. Mais Wake l'a dit, c'est une équipe jeune. Il va falloir gérer en fait la pression jusqu'au bout, jusqu'au playoff. Et est-ce qu'il n'y aura pas un sas de décompression à un moment ou à un autre? Il va falloir éviter les écueils et notamment face aux petites équipes entre guillemets et gérer comme toutes les équipes, gérer les blessures. Playoff. Et effectivement, comme l'a dit Seb en début de podcast, à l'Ouest, il y a beaucoup de, il y aura peut-être beaucoup de spots de prix. Il risque d'en rester qu'un seul. Vu leur calendrier, c'est peut-être pour les Pats, mais ça va être chaud quand même. Bon, Seb, même question. Contender pour le titre de division, oui, c'est envisageable. Au-delà, ça me semble plus compliqué et les arguments vont être les mêmes que Wake et Yaya. Effectif jeune, équipe malgré tout en reconstruction, qui bénéficie d'un calendrier favorable, même si elle a réalisé un très joli coup contre Buffalo, son rival principal cette saison, et qui va peut-être se faire jouer des tours sur certains points, comme sa défense antiaérienne qui laisse un petit peu à désirer. Peut-être que ça va se retourner. Il n'y avait pas Gonzalez. Un moment. Oui. Et oui, Jamy, on n'avait pas Christian Gonzalez pendant les 4 premiers matchs de la saison. Donc on s'est fait ouvrir à la passe. Depuis qu'il est de retour, l'agent zéro, c'est l'agent zéro. Non, mais tout à fait. Mais là, pour le moment, je peux prendre que les données auxquelles j'ai accès. Je peux pas me projeter sur ce qui se passera les 7 derniers matchs s'ils vont passer mais tu peux prendre les données depuis qu'il est revenu. Moi, je te prends le classement actuel je te prends le classement actuel des défenses et enfin je suis navré, mais là au moment où je te parle contre la passe, ils sont 24e en matière de yards encaissés. Donc sûr, voilà, moi je te donne ce que j'ai à l'instant T. Ouais, c'est pas un tacle par derrière envers New England. C'est pas le genre, le genre de la maison. Tu sais, les yards à la passe, ça veut rien dire s'il n'y a pas de touchdown à la passe. Oui, exactement. Après, en scoring, ça se comporte plutôt bien comme défense. Je le reconnais. Mais voilà, il faut voir disons plus exactement, ça va être intéressant de voir si la tendance s'inverse au cours de la saison, précisément avec le retour de Christian Gonzalez. Mais c'est vrai que si je prends les données à l'instant T, je me dis ouais, ça peut peut-être leur jouer des tours. Toujours est-il que titre de division, c'est largement faisable. Au-delà, tu as aussi le facteur expérience qui va jouer et pour le moment, l'effectif est jeune. Oui, et puis, attends, rapidement. On a quand même un DB d'expérience qui fait du trash talk sur notre grand chef à nous. Hein. Mais bon, ça va être ça comme ça. Et alors, soyez ravis, on vient tous de gagner une prime supplémentaire puisque Vince nous a promis ses primes TPO si jamais on tenait dans la demi-heure pour les Pats. C'est comme nous avons fait pile une demi-heure. Et bien voilà, nous venons de gagner plus d'argent et c'est déjà ça de bien. Et bien sûr, nous les redistribuerons à Wake et Romain, sachant que la prime de Vince s'élève à un total incroyable de 0 €. Bon, ce sera assez long à diviser, mais ce sera toujours sympa. C'est quoi les pourcentages de la division du coup? Les pourcentages. Je pense, on te donne 70 pour toi. C'est gentil. Gros avantage, vous n'aurez pas à la déclarer pour vos impôts.
C'est déjà une bonne chose. Et ouais, enfin, n'empêche qu'on paye quand même un orthophoniste à Vince, hein, quand même. Hein. C'est là qu'elle passe les primes, c'est là-dedans. Là-dedans. Bon, les amis, on passe aux Steelers de Pittsburgh parce qu'on a une deuxième équipe quand même dont il faut parler. Une équipe énigme, mais c'est une équipe énigme depuis des années, les Steelers de Pittsburgh. À chaque fois, on invite Romain, on lui dit bon, tu vas nous parler des Steelers, tu vas pouvoir nous aider à percer le mystère, sauf qu'il en sait pas plus que nous, le pauvre Romain. Il fait partie de... un invité de qualité en fait. Je viens, je dis je sais pas. Oh, t'as vu de la lumière, t'es arrivé, c'est ça? Wow, moi je clique sur tous les liens qu'on m'envoie. Hein. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes, mais je clique et je viens, je discute. Ah, j'ai rien qui t'a écrit par hasard. Ouais, il y a beaucoup de princes là-bas. Hein. Ils ont beaucoup d'argent à me donner. Il voulait 10 000 euros, il a envoyé un lien à Romain, et puis bon, voilà. Fais attention des liens de Wake, il y a des photos un peu bizarres. Oui, en tout cas, méfie quand même des choses évidentes, tu vois. Voilà. En tout cas, les Steelers de Pittsburgh, donc, ils sont dans une saison où, alors déjà, avant qu'on parle des stats, du bilan, de tout ça, je veux avoir ta réaction à l'arrivée d'Aaron Rodgers. Comment t'as pris l'arrivée d'Aaron Rodgers? Bah écoute, moi j'étais ravi, j'ai toujours considéré que c'était un excellent leader. Non, je plaisante. C'est le problème que j'avais j'ai eu avec peur Aaron 2 secondes. Rodgers. Non, t'en fais pas. Moi, c'est le problème que j'avais avec Aaron Rodgers depuis quelques années. C'est que je voyais pas en lui un leader d'homme et c'est quelqu'un qui avait tendance à souvent rejeter la faute sur ses coéquipiers. Parfois à raison, je veux bien, mais le faire dans la conf de presse juste après le match, j'ai trouvé que c'était pas forcément un grand signe de leadership. Je me souviens qu'on allait chercher Mike Williams au Jet la saison dernière à la trade deadline, qu'il était ravi de s'être éloigné d'Aaron Rodgers. Donc voilà. Après, en termes d'apport pour l'équipe, je pense que moi-même et à peu près tous les fans des Steelers dans le monde entier se disaient pas convaincu, mais attendons de voir. Et quelque part, on est toujours un peu au même point. Mais c'était vraiment pas de surréaction d'un côté ou de l'autre. C'était plus un cas de voyons ce qu'il peut apporter. Il a 72 ans. Voyons voir. La mobilité d'un bulot cuit, bon, mais bon, c'est pas mal. Ouais, bien cuit en plus. Attends, tu dis ça, je l'ai vu en live faire une course de 12 yards à Dublin contre les Vikings. Hein. Et oui, donc, parce que Romain était à Dublin. C'est vrai. T'es allé fêter l'avenue des Steelers en Irlande. C'était bien l'Irlande d'ailleurs? C'est ça. Franchement, c'était mieux qu'à Pittsburgh. C'était génial. Et 2020, c'était bien? Et j'avais un peu de responsabilité parce que j'avais un peu organisé des trucs. J'ai mis mon nom sur les réservations pour le pub, donc j'ai dû faire attention. Mais t'inquiète pas, les potes de Vikings, ils ont bien compensé. Nos amis des Vikings. Mon Seb, t'avais quelques stats sur Aaron Rodgers. Tu m'as dit en off, j'ai 2-3 stats. Je te les réserve pour le pod. Alors je les écoute. Alors oui, effectivement, voilà, il y a quelque chose. Moi, je crois qu'il y a un effet écran de fumée sur Aaron Rodgers et sur les Steelers en général actuellement, mais Aaron Rodgers, c'est symptomatique. Actuellement, Pittsburgh, quand on regarde les power rankings actuels de la plupart des médias sportifs, on s'est fait tailler la semaine dernière parce qu'on les a mis 15e hein, d'ailleurs. Voilà, ils sont 10e, aux alentours de la 10e place dans quasiment tous les power rankings. Tu prends la ligne de stats d'Aaron Rodgers, tu as 68,6% de réussite, 1270 yards, 14 touchdowns, 5 interceptions. Ça a l'air propre. Mais si tu regardes de plus près, c'est 5,3 yards par tentative de passe. Il se classe 34e des QB NFL. Oui, il y a 32 franchises, mais 34 QB classés. Et c'est 2,4 yards par complétion. Et tu te dis, comment est-ce que ça peut fonctionner avec des stats pareilles? Et il suffit de regarder, malheureusement, l'opposition à laquelle ils ont eu droit cette saison. Et également, il faut regarder le reste de la division, parce que les Steelers, là, ils profitent d'un... Je trouve pas d'autre appellation que l'effet d'aubaine de ce qui se passe actuellement dans leur division, avec Cleveland, qui fait du Cleveland. Cincinnati, qui n'arrive pas à démarrer et qui en plus a perdu Joe Burrow peut-être jusqu'à la fin de la saison, et surtout Baltimore, mais qui s'est effondré d'une façon spectaculaire. Donc quand tu as une division qui est dans cet état, forcément,
il faut que tu aies quelqu'un. T'as forcément mathématiquement une équipe qui. Je connais ça depuis des années, moi, tu sais, dans ma division. Voilà, tu connais bien le problème avec la NFC Sud. Enfin, le problème plutôt, la situation. Mais il se trouve que sur ce coup-là, c'est les Steelers qui en profitent. Alors, on va pas non plus leur reprocher d'être allés prendre des victoires là où il fallait les prendre, mais effectivement, ils ont affronté les Jets avec Justin Fields, ils ont affronté les Seahawks contre lesquels ils perdent, les Seahawks qui à ce moment-là sont en pleine possession de leurs moyens, ils affrontent les Patriots qui parviennent à battre dans les circonstances que Wake nous a indiqué tout à l'heure. Facilement. Ils affrontent les Vikings, mais les Vikings drivés par Carson Wentz, c'est pas tout à fait la même chose. Ils affrontent Cleveland, qui est une attaque qui est anémique, et donc il y a ce match. Anémique, ils ont mis 31 points contre Miami. Bah, j'y viens. Et ils affrontent Cincinnati avec Joe Flacco qui s'est réveillé ce jour-là. Donc moi c'est un bilan. Alors effectivement, le bilan final mathématiquement il est ce qu'il est. Il est le premier de la FC Nord, mais moi il m'interroge un petit peu. Et le match contre Green Bay la semaine prochaine, ça va être un premier gros juge de paix pour eux. Green Bay qui est un club un petit peu entre deux eaux, dont on ne sait pas trop quoi penser, qui clairement se remonte depuis 2 à 3 saisons, mais dont on a l'impression qu'il a du mal à passer un step. Si Green Bay perdait contre Pittsburgh, ça serait révélateur, mais pas vraiment dans le bon sens pour eux. Si Pittsburgh perd contre Green Bay, on pourra commencer à se dire on commence à voir leur vraie couleur. En fait, la FC Nord, c'est une division. En fait, c'est une course, c'est un 100 mètres avec 4 retraités. Et pendant le 100 mètres, t'en as 3 qui clament. Mais non, c'est un peu ça. T'as 3 des 100 mètres qui durent 18 semaines, tu sais. C'est clair. Mais c'est parce qu'il y a des vieux. Parce qu'il y a des vieux qui le courent, ils durent 18 semaines. Et, vous verrez quand vous serez vieux, vous verrez. Mais c'est non, mais après plus sérieusement, l'analogie de Wake, je la trouve pas entièrement fausse, parce que c'est vrai que c'est une division dans laquelle tu as 3 des concurrents qui sont effondrés quasiment dès la première semaine ou presque. C'est voilà, un concours de circonstances incompréhensible. C'est ça. Et c'est quand on voit, allez, je parlais de Green Bay, mais quand on voit après les 2 semaines qui arrivent pour Pittsburgh, il va peut-être y avoir un changement de tendance dans la FC Nord, où je sais pas ce qui va se passer, mais Green Bay, Indianapolis et ensuite aller aux Chargers, c'est pas forcément l'enchaînement de rêve pour cette équipe. Oui, vas-y, moi, il y a tous les. Tu parles de... Non, Romain. Non, le truc, c'est qu'en fait, face à ces équipes, c'est des équipes où tu n'arrives pas à les lire d'une semaine sur l'autre. Green Bay. Oui, parce que j'allais dire, les Chargers, Green Bay, pour savoir ce que ça vaut, tu sais pas trop où ça va. Hein, ouais, et même les Chargers. Oui, c'est ce que j'ai dit. Chargers et Green Bay, les deux, bon. Ouais, avec les Colts à la rigueur, qui sont. Oui, les Colts, ils sont sur une bonne dynamique. Mais les Chargers aussi. Ah, pardon, je parle. Donc. Mais d'un autre côté, c'est aussi le cas avec les Steelers. Les Chargers. Donc, on sait jamais ce qu'on va trouver. Donc, c'est comme en Thaïlande. Voilà. C'est un garçon. Ah oui, félicitations. Bon, c'était en Thaïlande. Bon, bah, tant pis. Il est tard. Désolé, on enregistre tard ce soir. C'est compliqué. Ah, sacré des choses, Watson, si tu nous écoutes. Oh, non. Mais non, mais en fait, Reprends-toi, Yaya, reprends-toi. On sait jamais ce qu'on va trouver du côté de Pittsburgh. Effectivement, c'est une course à l'usure, savoir celui qui va tenir le plus longtemps. Attention, parce que effectivement, il y a des matchs qui vont coûter cher. La défaite contre les Bengals risque de coûter cher au final. Sachant que les Bengals, ils sont out pour la course tant que Joe Burrow n'est pas là. Les Browns, c'est les Browns. Et effectivement, les Ravens, là, avec le retour de Lamar Jackson, on va voir ce que ça va donner.
Donc, Lamar Jackson, qui est encore, d'ailleurs, j'en profite pour passer l'info, qui est encore limité à l'entraînement aujourd'hui, enfin ce mercredi. Il est juste Alors- revenu faire un petit footing de 20 minutes apparemment sur le oui, terrain. et puis en plus, ils ont enlevé les PlayStation des vestiaires, donc. C'est un management à Les la tables de TPO. ping-pong. Pardon? Les tables de ping-pong, ils les ont enlevées aussi. C'est pas une vanne, hein, c'est vraiment ce que j'ai lu. Donc c'est voilà, et ça va peut-être tout changer pour les Mesure sérieuse, quoi. pour les Ravens. Donc ils vont gagner la division les Steelers, mais après ils vont arriver. Pour toi, ils vont gagner les divisions, c'est plié, quoi. Bah, je vois pas qui peut. Les Ravens, ils peuvent revenir. Il y a le temps encore quand même. Il y a quoi? Il y a 3 victoires d'écart entre les deux. Ouais, 3 victoires. Ouais. Du temps quand même. C'est encore jouable, 3 victoires. Ouais. Non, mon Romain, pour toi, c'est plié. Les Steelers, ils vont gagner la division? Non, du tout. Enfin, est-ce qu'on va gagner possible? Est-ce que c'est plié? Sûrement pas. On va revenir après sur le détail de là où on est et que je vais vous dire comme d'habitude, bah, écoutez, je sais pas, je tant de mal à lire cette équipe que vous, mais je pense que ce qui peut nous arriver de mieux, en tout cas la deuxième meilleure chose qui peut nous arriver de mieux, la première c'est que tous les adversaires perdent leur QB, ça c'est fait. La deuxième c'est que je pense qu'il y a un vrai potentiel cette année que tout le monde batte tout le monde dans la division et que ça répartisse un petit peu les victoires, que ça nous profite vu qu'on est en tête effectivement alors qu'il est. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'affrontement de division, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette défaite contre les Bengals? Parce que honnêtement, là, les Steelers étaient largement favoris. On voyait Joe Flacco qui était arrivé depuis la semaine dernière. Bon, ça n'avait pas été ridicule contre les Packers la semaine d'avant, mais on ne le voyait pas forcément mettre 33 points aux Steelers ce match-là. Est-ce que tu as une raison, toi, à cette défaite? Ouais, il y en a deux. Mais avant ça, quand Joe Flacco est arrivé, même si c'est pareil, il est un petit peu liquide maintenant, mais comparé au QB qu'ils avaient avant, moi j'étais content de pouvoir affronter Jack Browning, tu vois. Avec ses 3 interceptions par match, je m'en réjouissais. Quand Flacco est arrivé, je peux dire qu'il n'y a aucun fan des Steelers qui s'est dit bonne nouvelle. Ça, c'est une chose. Pour les raisons non plus. Ouais, c'est ça. En termes des raisons, il y a 2 choses. D'une part, c'est que depuis tout à l'heure, on dit Cleveland, c'est Cleveland. Bah, Pittsburgh, c'est Pittsburgh. Et le match le plus facile de la saison, a priori, il y a 2 chances sur 3 qu'on le lâche. Et j'essaie de faire un petit décompte, justement, saison par saison, des matchs perdus par les Steelers où il était grand favori. Je vais en parler demain dans notre podcast quand j'aurai fini, mais c'est tous les ans. Tous les ans, au moins 1, si ce n'est 2. Donc, on sait que c'est un des risques avec cette équipe, c'est que je ne sais pas si c'est de la suffisance, je ne sais pas si c'est une absence de préparation, mais c'est toujours un souci contre les équipes plus faibles et c'est aussi toujours un souci le jeudi. Donc, pour moi, ça donne peut-être une indication que la préparation n'est pas suffisante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et j'ai vu que la première mi-temps du match, et je t'avoue que j'ai pas eu le cœur d'aller voir la deuxième, c'est que les Steelers ont tendance assez régulièrement, et ça s'est vu dans ce match, à abandonner quelque chose qui marche bien sans raison. Et il y a plusieurs choses qui ont été dans ce cas-là exactement contre les Bengals, en particulier en attaque, où ce qui marche bien depuis 3-4 semaines maintenant, c'est d'avoir un 6e joueur de ligne offensive et l'immense tight end Darnell Washington à côté. Et ça permet d'avancer très bien au sol, forcément, avec des mecs qui sont capables de bouger un petit peu de poids, mais aussi ça permet de forcer l'équipe adverse à mettre du monde dans la boxe et d'ouvrir un petit peu le jeu de play action derrière. Ça a bien marché les 2 dernières semaines. Ça a bien marché pendant un quart temps et demi. Et puis, il y a un fait de jeu, entre guillemets, il y a un touchdown de Jalen Warren qui est annulé pour un holding qui est absolument là. Et j'ai l'impression, en tout cas, à voir le match en direct, c'était le tournant du match et que les Steelers ont un petit peu tout changé à ce moment-là. Et on est repassé sur des systèmes sans 6e lineman, Darnell Washington qui joue un peu plus excentré. Et on a quelque part retiré cet élément qui forçait la défense adverse à mettre du monde dans la boxe et à éventuellement donner des 1 contre 1 à DK Metcalf et qu'on n'a plus eu. Et d'ailleurs, tu regardes les 2 interceptions qui sont lancées assez rapidement. Les 2, c'est en direction de DK Metcalf. Les 2, c'est un double coverage. Et c'est des passes qui sont complètement forcées et qui n'ont aucune raison d'être, alors qu'il y avait encore énormément de temps pour simplement continuer à faire ce qui fonctionnait bien. Ça, c'est une chose en termes d'abandon de ce qui marche. Il y en a quelques autres en défense peut-être, mais pour moi, c'était le truc le plus flagrant. Et j'ai vraiment vu cette différence à partir du milieu du 2e quart-temps, comme si d'un coup, ils avaient dit « Ah merde, je sais pas, le touchdown n'est pas passé, on n'a pas marqué derrière, on abandonne tout. » Bizarre, mais quelque part, encore une fois, avec ce coaching staff, pas si surprenant que ça, c'est quelque chose de régulier depuis quelques années.
Blague mise à part, mon Seb, tu t'es régalé, toi, devant le Steelers Bengals. Oui, je suis surtout parce que c'était inattendu. En termes de qualité de match, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus plat, en particulier au regard de ce que Cincinnati nous offrait depuis le début de la saison. Alors je pense que ça en particulier toute l'animation du match, ça en particulier tenu au fait du côté de Cincinnati que Flacco s'est retrouvé avec des cibles de bien meilleure qualité que celles dont il dispose à Cleveland. Hein. Quant à Jamar Chase et T. Higgins, ça change quand même pas mal de choses quand tu as un quarterback un temps soit peu compétent. Il pouvait pas compter sur Quinshon Judkins. Il pouvait pas compter sur Quinshon Judkins, non, pas cette fois. Mais il avait autre chose. Et je pense que oui, le match était très agréable à suivre. Ça a surtout été, en ce qui me concerne, du moins, la surprise de la qualité de jeu offerte par les deux équipes, par les qualités de la rencontre offerte par les deux équipes, qui m'a vraiment plu. Mais effectivement, les faits de jeu que rappelle Romain, ils sont vrais. On a l'impression que Pittsburgh Pittsburgh semblait tenir une direction et choisit de la lâcher pendant le deuxième quart-temps pour on ne sait pas pourquoi. Voilà, ils cessent d'appliquer ce qui fonctionnait jusque-là et ça leur coûte cher. Ça leur coûte cher au final et ça leur coûte cher dans un match de division. Et là aussi, ça va sans doute compter à la fin de la saison. Ça, d'ailleurs, on a mis vous savez que pour ceux qui lisent The Playoff, qu'il y a une équipe type de la semaine tous les mercredis. Et il y a un joueur des Steelers dans l'équipe type de la semaine. Il y a Pat Freiermuth, le tight end, qui a été mis tight end de la semaine dans cette équipe type, qui avait fait un très très gros match jeudi dernier, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi. Juste un petit point sur les stats parce qu'on les a pas donnés. En yard de Toto, en yard de Toto, l'attaque est 25e chez les Steelers. Tu me dis si je me trompe. Hein, c'est vrai. Seb. Je suis content qu'on soit monté si haut, tu vois. 25e, 26e à la course et 19e à la passe. C'est bien ça, mon Seb? C'est ça. Et du côté de la défense, c'est 28e en nombre de yards concédés, 17e à la course et 31e contre la passe, avec notamment en total 23 points de prix en moyenne, ce qui est le 19e total de la ligue. C'est assez surprenant quand même de voir d'habitude on dit les Steelers, grosse défense, ouais, etc. Ils ont quand même un EHPAD en défense quand même. Là. Merci. Ça change de l'attaque, ça change de la jeunesse de l'attaque menée par le. Toi, alors tu vas me dire, je sais pas, mais c'est le moment de la question, mon Romain. Comment t'expliques qu'on est cette 25e en yard en attaque, 28e en défense, et finalement tête de division et 4-2? Il y a plusieurs choses. Pour la défense, déjà, c'est vrai que depuis des années, on dit la défense des Steelers, etc., etc. C'est une défense qui vit et qui meurt par les turnovers. Et ça, c'est pas nouveau. Donc, en termes de yards concédés, même la saison dernière, la saison d'avant, on va être relativement bas en général dans le dernier tiers parce qu'on concède beaucoup de yards et qu'on repose essentiellement sur les turnovers. Et c'est aussi ce qui a d'ailleurs posé problème contre les Bengals, c'est qu'on n'a pas réussi à en faire et que quand on fait pas turnover en général, peu importe l'adversaire, on a du mal à gagner des matchs. Ça, c'est une chose. Donc, on n'est pas forcément surpris de notre côté. On sait que les yards, on en concède. Le ratio, j'avais fait ça pareil, une petite analyse des stats, le ratio entre points concédés et yards concédés et le nombre de plays en défense concédés, parce qu'on a tendance à laisser l'attaque adverse sur le terrain très longtemps, ce qui est aussi d'ailleurs une conséquence du nombre de yards, parce qu'on concède beaucoup de first down et qu'on a du mal à lâcher des 3 and out. Finalement, on s'en sort pas trop mal, parce que en points concédés comparé aux yards qu'on concède, ça va. Et c'est toujours l'éternel débat dans la fanbase des Steelers, c'est est-ce que ça nous convient quelque part d'avoir une défense qui va faire pas mal de turnover. Je crois qu'on est à 14 ou 15 sur le début de la saison. À un moment, on était premier ou deuxième. Je pense que ça a baissé depuis les 2 dernières semaines. Ou est-ce que, et moi, c'est mon avis en général, est-ce qu'on préférait peut-être un petit peu moins de turnover, sans forcément tout abandonner, mais montrer qu'on est capable de faire des stops, juste en stoppant, en empêchant des first down et en forçant des 3 and out de l'autre côté. Moi, ça me semble plus durable comme modèle d'arriver de façon constante et consistante à stopper l'adversaire plutôt que se reposer sur des turnovers. Mais je comprends aussi l'argument inverse.
C'est compréhensible. Pour l'attaque, je vais faire une réponse beaucoup plus rapide. Avec le modèle d'attaque, le coordinateur offensif qu'on a et les principes qu'ils veulent appliquer, c'est pas une attaque qui va marquer 400-500 yards par match. C'est impossible. On a essentiellement un receveur et tout le reste du jeu se base sur le running back et les 4 tight ends qu'on utilise. C'est pas forcément propice à des très longs plays, des très longs gains, même si Pat Freiermuth peut-être me contredit sur le dernier match. Mais voilà, c'est une attaque qui veut jouer sur la course, qui veut jouer en play action et qui veut se reposer sur des tight ends. Et donc, c'est une conséquence logique et il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Bon, Yaya, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi j'ai une question pour Romain. Comment vous, les fans, avez accueilli l'échange Ramsey-Fitzpatrick? C'est une bonne question. Merci. Ça change. C'est la première de la saison. Non, mais c'est vrai que avec une vraie franchise, que... ça aide. Pas comme, ça. Ouais, c'était une surprise. Et ça arrivait en plus en 2 temps. L'annonce a été faite que les Steelers avaient récupéré Jalen Ramsey. Tout le monde était super content. Et puis dans le quart d'heure qui a suivi, et la contrepartie, c'est Minkah. Minkah avait fait des 2 dernières saisons un petit peu plus ternes que les saisons d'avant. Pareil, c'était une question de est-ce que c'est parce qu'on l'a mis dans un rôle différent où il est vraiment là en deep safety, qui est juste là pour essayer de contrôler et de limiter les dégâts, ou est-ce que son niveau a baissé? Et je pense que quelque part, la première réaction, c'était bon, d'accord, pourquoi pas, on est ouvert, mais qui va remplacer Minkah? Et on a assez vite compris que le remplaçant était déjà là depuis quelques semaines en la personne de Thornhill qui est arrivé de Cleveland. Et l'inquiétude est venue là. Après, il y a eu la solution potentielle, en tout cas, de aussi faire jouer Jalen Ramsey quelques snaps au poste de safety. Ça a été fait un tout petit peu, mais pour ceux qui suivent les Steelers, ils sauront que dès que le staff des Steelers parle de flexibilité, de bouger les joueurs, ça n'arrive pas. C'est des trucs qu'on entend tous les ans, toutes les saisons. C'est jamais fait. Donc, c'était un peu partagé. Quelque part, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à Aaron Rodgers, c'est que la première réaction, c'est « Ah, ok, et voyons voir ». Et c'est un petit peu là où on était même jusqu'au début de la saison. Et là maintenant? Jusqu'à mercredi dernier, je t'aurais dit, on est très content de Jalen Ramsey. On voit que c'est un vrai leader. Et personnellement, en tant que fan des Steelers depuis maintenant 15-20 ans, j'ai rarement vu de corner élite chez nous. Et Jalen Ramsey, pour moi, il est vraiment au-dessus de tout ce qu'on a eu. Après, effectivement, quand il a à matcher un Ja'Marr Chase qu'on a laissé en 1 contre 1 contre lui pendant tout le match, c'est un peu plus compliqué. Et si tu as besoin d'un DB, moi je t'en connais un qui est un vrai prospect DB, mais bon. Mais il fait que alors, du flag. attends, non mais il faut que tu expliques les running gags parce que tu sais, Romain, il a plein de qualités, mais il nous écoute pas non plus tous les 3 jours, quoi. Et donc il faut 4-5 jours max. Il faut savoir que Wake nous joue DB comme au flag. Et donc voilà, c'est une blague, il se moque. Alors que notre Wake a brillamment intercepté et fait un pick six sur la QB de l'équipe de France, lui figurait quand même, je tiens à le préciser. Ah oui. Ce qui n'est pas rien. Oui. Ce qui n'est pas rien. Pardon. Voilà, et avant, il a essayé de lui faire un stiff arm pour essayer de la blesser avant, mais n'importe quoi. On salue Lucie et tous les fans de flag et je dédicaçais l'émission la dernière fois aux Centaures de Grenoble et aux Fenris de Dijon qui ont été championnes d'Europe de flag ce week-end à Prague. Les amis, même question pour les Patriots. Les Steelers contender ou feu de paille, on commence par Romain. Contender à quoi? Allez, tu les vois aller jusqu'où déjà les Steelers cette saison? Je ne sais pas. Alors, franchement, c'est compliqué. Ça va être intéressant de voir les 3 prochains matchs. Vous en avez parlé tout à l'heure. Là, il y a une série de 3 matchs qui est intéressante. Bizarrement, j'étais pas confiant avant le match de Cincinnati parce que je connais assez bien mon équipe et ma franchise pour savoir qu'il n'y a aucun match facile. Bizarrement, les 3 prochains matchs, je sais pas. Je suis assez rassuré ou je suis assez calme et je me vois bien sortir avec 2 victoires sur les 3. Après, la fin de saison est un peu compliquée. Ça va pas dépendre que de nous. Quand va revenir Lamar Jackson, ça va être un gros élément aussi. Mais je pense que ça va se finir tout et pour tout comme une bonne saison des Steelers avec une place en playoff, soit 4e seed si on gagne la division, soit 6 ou 7e. Et puis après, on nous dira où est-ce qu'on va aller jouer pour perdre en playoff.
Une nouvelle saison positive pour Mike Tomlin. Une de plus. Mon Yaya, tu les vois aller jusqu'où les Steelers? Playoff, premier tour, ciao, bye bye, comme d'hab. Merci. Mon Seb? On l'a dit, l'équipe est compliquée à lire, la division est compliquée à lire. Alors, on va dire que si personne dans la division ne fait de remontada spectaculaire, Pittsburgh remportera cette division, se qualifiera pour les playoffs, mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour passer un premier tour. Une fois de plus, comme l'a dit Romain, les 3 matchs qui viennent vont nous donner de très très grosses informations sur l'avenir du club. Si sur ces 3 ils en prennent 2, je pourrais me permettre, je serais un fan des Steelers, je me permettrais d'être un peu plus serein que je ne pourrais l'être actuellement. Bon, Waïk, toi qui nous disais les Steelers, c'est la plus mauvaise équipe d'AFC, tu les vois où? Pardon? Non, mais t'inquiète Non, pas, mais en fait- il a dit que les Non. Patriots, c'était la plus grande franchise de toute l'histoire. Donc, bon. Bah, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ouais. Si, c'est vrai. Sur Bah 20 ans. d'ailleurs, non mais notons quand même, j'avais même pas fait attention, mais on a fait un podcast avec les 2 équipes qui ont le plus de Super Bowl. Tout à fait. Exactement. J'avais même pas fait gaffe. Jamais les premiers. Il y a combien? 12 Super Bowl là, réunis, c'est ça? Je sais pas. Ben, on en a 6, les Il n'y Steelers. a que, combien? il y a que toi qui n'en a pas gagné plus qu'un. Hein. Oui, mais nous, on en a gagné un avec panache, avec un onside kick dès le début de la deuxième mi-temps, tu vois. Ça, c'est pas rien. Oui, pas ben rien. nous contre la plus grande franchise de toute l'histoire. Donc, Bon, on va pas rentrer dans le débat, Sam, il doit aller se coucher. Bon, mon Wake, tu les vois aller où, les Steelers? Ben, déjà, s'ils vont jusqu'à la fin de saison, ça serait pas mal, ces mecs. Non, ils vont les playoffs. Alors, peut-être qu'ils feront les playoffs. Et encore ça, je suis même pas forcément sûr. Mais peut-être qu'ils feront les playoffs. Parce que s'ils gagnent pas leur division, je sais pas s'il y aura 2 équipes dans cette division qui iront en playoffs. Donc ça, tu vois, faut qu'ils gagnent la division. Mais ouais, c'est pas cette année que Mike Tomlin va gagner un match en playoff, quoi. On fait comme d'habitude le programme de la semaine 8 de NFL qui nous attend pendant tout ce week-end. Les Chargers de Los Angeles qui vont ouvrir le bal face aux Vikings de Minnesota. Ce sera à Los Angeles. Match plutôt sympathique en Thursday Night Football dans la nuit de jeudi à vendredi. Dimanche, et attention, c'est à 18h puisque nous on change d'heure, mais les Américains ne changent pas d'heure, donc ce sera bien à 18h le Red Zone ce dimanche. Bengals contre les Jets. Alors ça, un Tyrod Taylor, Joe Flacco. Ça va être, je vous le dis, mettez vos réveils à 18h si vous dormez, hein, parce que là, faut pas rater ça. Les Ravens. Réveil à 2014 surtout. C'est Hibernatus. Les Ravens contre les Bears, les Falcons contre les Dolphins, les Panthers face aux Bills, les Texans face aux 49ers de Seb, les Eagles contre les Giants, ce sera le match sur M6+. Mais quel match! Les Patriots qui reçoivent les Browns de Cleveland. À 21h05, les Saints accueillent les Buccaneers de Tampa Bay. Les Colts accueillent les Titans et les Broncos joueront contre les Cowboys. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Steelers accueillent les Packers de Green Bay. Ça, c'est pour Romain. Et dans la nuit Maillot moche, il faut le préciser. Dans la nuit de lundi à mardi, les Chiefs accueilleront les Commanders sans Jayden Daniels, qui a donc été déclaré forfait ce mercredi. Ce sera donc Marcus Mariota qui sera le quarterback des Commanders pour aller jouer contre les Chiefs de Patrick Mahomes qui sont en pleine bourre actuellement. On est complet là-dessus sur les Steelers, sur les Patriots. Merci mon Wake d'avoir été là, merci Romain, merci à mon Yaya, merci Seb, merci à tous de nous avoir écoutés. J'ai oublié de dire Romain, le podcast des Steelers, la distillerie, j'aimerais même pas parler, tu vois. Juste un petit mot rapide, une petite, vas-y 30 secondes pour nous présenter ton podcast aussi. Ouais, bah forcément Steelers uniquement, donc ça fait un petit peu plus d'1 an, je crois qu'on a lancé ça. Et puis bah, un petit peu comme tout le monde, on parle de notre équipe, on essaye de faire ça chaque semaine. Je vais pas vous dire qu'on sort l'épisode un jour, un autre de la semaine parce que c'est un petit peu au hasard. Mais ouais, on essaye de s'amuser, c'est dispo sur toutes les plateformes habituelles, sur YouTube aussi. Et ouais, on essaye de s'amuser un petit peu en parlant de notre équipe illisible. Alors vous allez sur Steelers France, vous retrouverez le lien, ou sinon il y a un compte, la distillerie.
Voilà, sur X notamment, donc n'hésitez pas à aller écouter nos amis des Steelers et en général tous les podcasts des équipes françaises parce que c'est souvent fait par des passionnés et ça mérite toujours un petit coup de projecteur. Monwake, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, hein, le beau gosse de la D1, de l'ELF, de la NFL. Voilà, il sera là avec toutes ces petites vidéos, surtout avec le flash de la Courneuve, à qui il passe bien évidemment un sympathique bonjour. Mais toi, ça... J'aime bien mettre un peu d'huile sur le feu. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. On se dit à mardi pour le débriefing de cette 8e semaine de compétition. Salut tout le monde et très bon week-end de NFL. Ciao. Ciao, bye.